Vous vous demandez peut-être si la méditation peut avoir un impact sur votre vie. Si ça vaut vraiment le coup de passer du temps à se concentrer sans rien faire sur sa méditation alors qu'on a des tas de choses à faire dans la journée. Si on doit à tout prix être capable de faire la position du lotus, vous voyez, les jambes croisées, pour bien méditer. Pourquoi la méditation est tellement à la mode et si celle-ci peut vous aider, comme on le prétend, à être moins stressé, anxieux et peut-être même si ça peut enfin calmer vos crises d'angoisse. Et surtout une question qui revient souvent, combien de temps dois-je méditer pour que ce soit véritablement efficace? Eh bien, dans cette vidéo, vous allez avoir absolument toutes les réponses car j'ai invité Moutassem qui est blogueur, youtubeur, podcasteur et même chiropracteur. Et sa spécialité, c'est la méditation, car il la pratique depuis 10 ans. Alors sans plus attendre, rejoignons Moutassem Amour. Bonjour Moutassem, alors je suis ravi de te recevoir. Est-ce Bonjour que tu Emmanuel. pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Moutassem Amour. Je suis chiropraticien et pratiquant de méditation depuis maintenant 10 ans. Comme on va parler de stress, d'angoisse, comme c'est un peu le sujet que tu abordes habituellement, moi-même, j'ai été pendant assez longtemps de nature stressée et la pratique de la méditation, ça m'a beaucoup aidé à diminuer les hauts et les bas émotionnels. Ça m'a aussi beaucoup aidé dans mon rapport aux autres. Et depuis quelque temps maintenant, je combine ces deux approches, que ce soit le travail chiropraticien qui implique une prise de conscience du corps, donc comment aider les personnes à être davantage conscientes de leur corps, avec la pratique de la méditation de pleine conscience. Je combine ces deux approches, ces deux éléments pour aider les gens à mieux gérer leur stress, à vivre davantage dans le présent et à avoir aussi plus de joie au quotidien. J'anime un podcast qui s'appelle Pratiquer la méditation, où je parle de tous ces sujets, et une école en ligne qui s'appelle Méditer aujourd'hui. Tu es aussi auteur, tu as écrit 2 livres. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Apaiser l'esprit, je crois qu'il y a maintenant 3 ans, euh, qui relate ma découverte de la méditation. Qu'est-ce qui m'a, qu'est-ce qui m'a fait passer le pas? Puisque c'était quelque chose que j'avais rencontré encore et encore sur de nombreuses années. Et à un moment, il y a eu toute une succession d'événements qui a fait que j'ai accumulé beaucoup de stress, où je me sentais bloqué dans ma vie, autant au niveau professionnel que personnel, que financier. Ça semblait bloquer tout dans tous les aspects. Et plus j'essayais de trouver de solutions mentalement, plus j'essayais de me projeter, de gérer tout ce que j'avais à gérer, plus je sentais que ça créait du stress en moi, plus je sentais que ça amenait de la confusion. Et à ce moment-là, et à l'époque, j'étais au Liban où je pratiquais la chiropratique. Et à cette époque, donc, lorsque j'avais accumulé tout ce stress, il y a eu une courte période où il y a eu un vrai lâcher-prise. Ça s'est fait d'une manière presque spontanée, naturelle, où j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, j'ai plus envie de réfléchir, de chercher des solutions. Je me suis autorisé à être là, simplement là présent. Ça a duré quelques minutes, mais ça a été suffisamment long pour me donner cette prise de conscience que chercher mentalement tout le temps la solution, tout le temps courir en avant, essayer de prévoir, gérer tous les problèmes, c'était quelque chose qui me bouffait de l'intérieur et que ce qui allait m'aider et me faire beaucoup de bien, c'est d'avoir très régulièrement au quotidien des moments où je lâchais prise, où je m'autorisais à être simplement là. Et c'est là où je savais que la méditation pouvait m'y aider dans ce sens. J'ai commencé à explorer cette approche, à la pratiquer, à voyager pour l'apprendre. Et donc, dans ce livre, Apaiser l'esprit, je relate ce parcours. Et la question de départ, c'est est-ce qu'il est possible de garder un pied dans cet état de calme, de présence au quotidien, malgré tout ce qui peut se passer dans notre vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel, les imprévus, les déceptions, les difficultés. Donc, je savais que ça n'allait pas tout arranger, mais je me posais vraiment la question, est-ce que c'est possible vraiment de pouvoir très régulièrement, presque tous les jours, me reconnecter à cette capacité à ressentir du calme, à ressentir de la confiance. Et donc, et voilà, ce livre, je relate tout cela et ensuite, j'explore aussi la méditation de pleine conscience, comment les gens peuvent l'apprendre, l'appliquer d'une manière très simple dans leur quotidien. D'accord, est-ce que tu as observé qu'à partir du moment où tu as lâché prise, les choses se sont arrangées? Oui, c'est une bonne observation. Ouais.
Déjà, j'ai réalisé que c'était pas si important que ça. D'accord. C'est-à-dire que lorsque j'avais la tête dans le guidon, j'étais uniquement focalisé sur ce qui n'allait pas et je ne voyais plus vraiment ce qui se passait autour. Et donc, ce premier pas de recul m'a permis de réaliser qu'il y avait des choses qui allaient bien quand même, que c'était pas non plus la fin du monde, que c'était des choses que j'avais déjà vécues dans le passé, que je vais pouvoir gérer. Donc, ça, c'est la première chose, cette capacité de recul. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on retrouve une vitalité, une confiance en soi qui semble ne plus être accessible lorsqu'on est uniquement dans un mode de stress, dans un mode d'inquiétude, d'anxiété. Et là, tout d'un coup, le fait d'être plus détendu, ben, on prend plus confiance et on adresse des choses qu'on voulait peut-être pas voir en face, qu'on voulait peut-être pas euh, amener à la surface, que ce soit en soi ou dans notre relation avec les autres. Et effectivement, le fait de commencer à lâcher prise, avoir davantage confiance, ça a finalement débloqué les situations dans lesquelles j'étais, que ce soit travail, relationnel ou vivre, et ainsi de suite. Donc ça, oui, ça m'a aidé dans ces deux aspects. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai pu l'observer pour moi-même. Alors donc je suis chef d'entreprise, il y a des hauts et des bas. Et chaque fois que je suis dans le bas et dans les inquiétudes, dans les soucis, dans l'anxiété, j'avance pas. Et à partir du moment où j'arrive à lâcher prise, les choses s'éclaircissent. Et comme tu dis, j'ai beaucoup plus d'énergie et les choses repartent. C'est vraiment étonnant. Oui. Alors bien sûr, il suffit pas de rester méditer et puis sans rien faire pour arranger le problème. Mais à partir du moment où on médite, on lâche prise, on arrive à, comme tu dis, avoir plus de clarté et agir beaucoup mieux, avec plus de lucidité et d'efficacité. Comment tu as découvert la méditation? Alors, la première fois que j'en ai entendu parler, je devais avoir 19 ans, je pense. J'habitais à l'époque à Paris où j'étais étudiant et j'ai un cousin éloigné qui habite en Suisse et je n'avais pas eu de contact avec lui depuis quelques années déjà. Et il me contacte, il m'envoie un message en me disant, voilà, je suis sur Paris pendant quelques jours, est-ce que ça te dirait qu'on se retrouve pour manger un bout? Et donc on s'est donné rendez-vous et je vois quelqu'un qui vient vers moi. Je ne reconnais pas au départ, il avait les cheveux longs, il avait une barbe et il avait été bien plus mince euh, qu'il n'avait été lorsque je l'ai vu la dernière fois. Et donc on commence à discuter ensemble, on dîne ensemble et il m'explique qu'il revenait du Népal où il était passé, où il a été faire une retraite silencieuse et il m'expliquait que pendant cette retraite, il se levait très très tôt le matin, donc je crois que c'était 4-5 heures du matin. Euh, il ne devait parler à personne. Les gens présents ne se regardaient pas dans les yeux et il restait immobile quasiment toute la journée. Et lorsqu'il mangeait, c'était 1 ou 2 repas par jour, c'était uniquement des légumes ou des fruits. Et donc moi, ça m'avait interpellé. Au départ, je trouvais ça très bizarre. Quelle idée de partir au bout du monde pour passer de nombreuses journées avec des personnes et sans pouvoir communiquer avec elles. Donc ça, c'était un peu mon premier contact avec cette approche de la méditation qui est, on va dire, l'approche traditionnelle, un peu euh, très impliquante, où on part à l'autre bout du monde Oui. pour faire cette pratique. Et ensuite, je l'ai redécouverte d'une manière beaucoup plus accessible, on va dire, et d'une forme plus laïque et sous de nombreuses formes. Et c'était d'abord à travers mon travail de chiropraticien, parce que l'un des aspects de mon travail, c'était aussi d'aider les gens, d'apprendre aux personnes qui venaient me voir à être davantage à l'écoute de leur corps. C'était euh, C'était vraiment l'un des facteurs qui leur permettait de considérablement améliorer et leur santé physique et leur santé morale. C'est-à-dire que souvent les gens venaient me voir avec des douleurs, des symptômes, donc des maux de nuque, maux de dos, le bas du dos, des maux de tête, donc différents symptômes. Et dans la plupart des cas, c'était dû à un manque de conscience de leur corps, c'est-à-dire qu'ils prenaient des positions tout au long de leur journée, ils étaient dans un travail qui était stressant, donc ils étaient dans une dynamique qui les amenait à accumuler la tension au niveau de leur corps, sans même le réaliser, jusqu'à venir à un niveau de tension qui était trop important, qui allait amener une crise douloureuse, un blocage, et c'est là qu'ils venaient me consulter. Donc, non seulement c'était important de commencer à délier leur corps, donc ça c'est un travail que je pouvais faire avec mes mains, mais c'était aussi, et c'était vraiment ça l'essentiel de ce qui allait les aider, c'était aussi de leur apprendre
à être davantage à l'écoute. Ne pas attendre de passer 3 heures devant le bureau à travailler, mais ressentir au bout de 5-10 minutes que j'ai une mauvaise posture. J'en ai conscience, je développe cette écoute du corps qui va faire que je vais me redresser, que je vais ajuster ma posture et que je vais éviter d'accumuler des tensions. Donc ça, c'était, on va dire, un premier pas vers la méditation, qui est cette écoute de ce qui se passe, de ce qui est dans le moment présent. Et cette première étape, c'est le premier point d'accès, c'est le corps. Ça, j'utilise encore aujourd'hui. C'est l'une des portes d'entrée les plus accessibles, les plus faciles. C'est tourner mon attention vers mes sens à travers le mouvement, la respiration, les étirements. Donc ça a été cette première découverte qui n'était pas nécessairement appelée de la méditation, mais c'est une forme de méditation. Et ensuite, ça a été à travers le yoga que j'ai pratiqué pendant longtemps, notamment le yoga Iyengar, et après les rencontres. Ensuite, j'ai fait quelques voyages en Inde, puis beaucoup en Thaïlande, où là j'ai suivi des groupes de méditation. Et, euh, et comme je disais aussi tout à l'heure en introduction, depuis cet épisode que j'ai vécu il y a plus de 10 ans au Liban, avec cette envie de méditer, ça a été une recherche graduelle qui s'est mise en place et qui a fait que euh, j'ai lu sur le sujet, j'ai pris des cours, des stages, etc., pour pouvoir bien comprendre cette pratique et vraiment la vivre au quotidien. Oui. Moi, j'ai découvert la méditation avec Christophe André. Je ne sais pas si tu as forcément Oui, entendu parler. tout à fait. C'est pas mal, ces exercices sont assez simples, efficaces, et c'est vrai que je pratique régulièrement aussi la méditation. Voilà. Juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Christophe André, Oui, oui, ce qu'il a fait de bien et d'intéressant je pense, pour amener la méditation à un plus grand nombre, c'est vraiment présenter cet aspect laïque de la méditation, cette méditation de pleine conscience. Donc initialement, c'était John Kabat-Zinn dans les années 70. C'est un Américain qui a lui aussi découvert la méditation en Inde et qui l'a ensuite, on va dire, transformé pour l'adapter à des patients dans l'hôpital où il travaillait pour les aider à mieux gérer leur stress. Et donc petit à petit, la méditation est devenue de plus en plus laïque. Et Christophe André, c'est vrai, c'est l'un des ambassadeurs de cette approche en France oui. qui a vraiment permis de la faire connaître. Et on peut voir qu'on peut effectivement pratiquer cette approche sans avoir besoin d'y associer des traditions, une philosophie, et que le cœur de cette approche, c'est une expérience, c'est à travers l'expérience qu'on découvre la méditation, qu'on apprend la méditation. Qu'est-ce que tu as pu observer, toi, comme effet bénéfique de la méditation? Alors, les effets bénéfiques, de diminuer les hauts et les bas émotionnels, c'est-à-dire qu'on va développer une meilleure connaissance de soi et prendre conscience qu'il y a un lien entre nos pensées et nos émotions. Donc, c'est le fait d'être plus attentif, simplement, à ce qui se passe en soi, que ce soit au niveau des pensées, des émotions ou des manifestations du corps, nous évite d'aller dans des extrêmes, que ce soit des pensées négatives ou des pensées euphoriques, d'excitation. Hmm. Donc ça permet de se retrouver on va dire une stabilité émotionnelle, mais c'est pas non plus, c'est pas du tout dénué de joie. Bien au contraire, Hmm. on s'installe dans un état d'appréciation. C'est quelque chose qui se renforce de plus en plus, cette capacité d'apprécier la vie telle qu'elle est aujourd'hui, que ce soit au niveau de nos ressentis, que ce soit le fait de pouvoir bouger, de pouvoir se nourrir, de pouvoir interagir avec nos proches. Donc ça renforce ce sentiment de gratitude, d'appréciation. Ensuite, ça permet aussi d'avoir davantage confiance en soi, dans le sens on va pouvoir garder l'accès ouvert à nos ressources. Bien souvent, on a l'impression que pour être davantage confiant, il faut qu'on accumule des choses, qu'on accumule du savoir, de l'expérience, qu'on prenne plus de risques, qu'on se pousse davantage. On a cette idée que c'est qu'on n'est pas encore assez bien aujourd'hui et qu'on doit améliorer des choses en soi pour avoir davantage confiance. Mais la priorité, et ce qui va le plus aider, c'est déjà d'avoir accès à toutes les qualités, toutes les ressources que l'on a en soi. C'est-à-dire, lorsque j'interagis avec un ami, j'ai de l'humour, j'ai accès à mon intelligence, je peux m'exprimer clairement, je me sens bien. Mais si ensuite on va en dehors de notre zone de confort, face à une personne qu'on ne connaît pas, face à une figure d'autorité,
face à une personne avec qui on est en conflit, là, on va perdre l'accès à ces ressources. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va avoir du mal à formuler clairement ce qu'on a besoin de dire, on va être rigide, on va être mal à l'aise, on va plus être soi-même. Et ensuite, lorsqu'on sort de cette situation, on va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai perdu mes moyens? Donc, ce qui est intéressant avec la pratique de la méditation, c'est que ça va nous permettre de maintenir un état de calme, d'ouverture, de disponibilité qui fait que même lorsqu'on va sortir de notre zone de confort, on va pouvoir rester soi-même, on va pouvoir avoir accès à notre intelligence, à notre humour, avoir de la répartie, pouvoir écouter la personne, être vraiment là avec la personne. On n'est plus refermé sur soi-même en mode de défense, en mode de protection. Donc ça booste énormément la confiance en soi sans avoir besoin de changer quoi que ce soit en soi. Et ça, je pense que moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a grandement facilité la vie Oui, parce que pendant très longtemps, je mettais beaucoup d'énergie et d'une manière inconsciente à dire, à agir, soit par rapport à l'attente des autres, soit par rapport à l'attente de moi-même, c'est-à-dire j'avais une image de qui je devais être, de quel rôle je devais jouer dans cette situation ou dans cette situation, et j'agissais à partir de soit de cette image, soit de l'extérieur. Donc là, on est tout le temps en tension parce qu'on ne s'autorise pas à être soi-même. Et ce travail de méditation, et ça j'ai vu aussi avec les personnes que j'ai accompagnées encore et encore, le fait d'apprendre à réaliser lorsque je suis complètement fermé et perdu dans mes pensées et crispé, à l'opposé de lorsque je suis pleinement présent, eh bien, on peut ensuite de plus en plus maintenir cet état de présence et agrandir de plus en plus notre sphère de confiance, sortir de notre cercle familier et on ne change pas, mais on reste soi-même. Donc, tout devient beaucoup plus facile. Et que ce soit, on en avait un peu parlé la dernière fois qu'on avait échangé ensemble par rapport à la prise de parole en public. oui. Pour moi, ça a très longtemps été quelque chose de très difficile, j'avais la bouche pâteuse, je perdais mes moyens, j'arrivais plus à réfléchir clairement. Et ce cheminement fait que maintenant, on développe cette capacité d'avoir accès au calme qu'on porte en soi. Et on peut, dans cet exemple, on peut prendre la parole en public sans perdre nos moyens. Et pour illustrer ça, ça m'est arrivé, je donnais une conférence et cette conférence, c'était sur la confiance en soi de l'enfant. Et souvent, je la faisais un petit peu trop longue, donc j'avais décidé, cette fois-ci, de la raccourcir. Et je suis arrivé au bout de 3/4 d'heure de conférence et c'était déjà fini. Je l'avais trop raccourci. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude et d'anxiété. J'ai fait quelques respirations et j'ai lâché prise. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une question sur les émotions et j'ai embrayé sur cette question et j'ai reparlé pendant 10-15 minutes. Ça a bouclé la conférence. Et j'avais jamais en fait parlé aussi bien. Et rien que le fait d'avoir lâché prise, d'avoir fait une respiration, ça m'a aidé à tel point que j'ai rajouté cette partie dans la conférence pour la conférence d'après. Et c'est vraiment, je retrouve ce que tu dis, c'est à partir du moment où on lâche prise, à partir du moment où on se cale un petit peu sur la respiration, sur soi, on arrive à développer son potentiel Oui. et Et en être plus, soi-même. Et les gens ont et- beaucoup apprécié, je pense. Peut-être qu'ils ont même le plus apprécié cette partie où j'étais plus naturel, où je donnais de mes tripes, en fait, parce que c'est quelque chose que j'avais vécu avec mes clients au cabinet. Et moi, je me suis senti vraiment bien avec mon public et on débattait et il y avait vraiment un échange. Ça, on rentre dans un flow, Oh, ouais. dans une présence où il n'y a pas besoin de réfléchir en amont de ce que l'on a besoin de dire. C'est quelque chose qui sort spontanément. Et ça, je pense, oui, c'est un point important, c'est que les ressources et la capacité à gérer la situation, elle est déjà là. Oui, Et si on s'autorise seulement à faire confiance en soi, en ses ressources, c'est-à-dire que j'ai déjà l'expérience, je suis capable de m'exprimer, je connais mon sujet, je sais que je suis pas en danger. Donc, si on s'autorise à se lâcher prise, et c'est vrai que c'est pas du tout facile au départ, euh, on réalise que tout est là, tout est accessible, on va savoir exactement quoi piocher, que ce soit comme information, comme expérience, comme histoire, on va pouvoir le partager d'une manière qui va résonner avec l'autre, parce que
ça résonne juste avec soi et ça, les gens, ils le perçoivent, effectivement. On a beau dire les mêmes paroles, si on les dit d'une façon machinale, parce qu'on les a un peu apprises et qu'on se dit que c'est ce qu'on a besoin de dire, à l'opposé de vivre un peu ce qu'on partage et d'être présent avec ce que l'on dit, ça, voilà, ça touche beaucoup plus efficacement les personnes avec qui on interagit. Et ça, bien sûr, ça se travaille en amont. Ça aussi, c'est quelque chose qui est à dire parce que lorsque je suis on va dire, au milieu de l'arène, que ce soit si je dois parler à une fille qui me plaît ou un garçon qui me plaît, si je dois prendre la parole en public, si je dois demander une augmentation à mon patron, même si en amont, je me dis, ça va aller, je gère, je prépare mentalement, lorsque je me retrouve dans le cœur de la situation stressante ou nouvelle ou en dehors de ma zone de confort, là, je vais être submergé par les émotions, je vais basculer au mode de stress. Et lorsqu'on bascule en mode de stress, le mental, il est mis en pause. On n'a plus accès à notre cortex préfrontal, on n'a plus accès à cette capacité de réfléchir, de dire, d'écouter l'autre, d'être présent, de s'affirmer. Et on passe en mode de survie. Et lorsqu'on est en mode de survie, qu'est-ce qui se passe? Soit on a envie de fuir. Donc là, on veut écourter au plus vite la discussion, on n'est pas du tout bien. Soit on a envie de s'effacer. Donc ça, c'est même dans le monde animal. Lorsqu'un animal est pris en danger, soit il va fuir à toute vitesse, soit il va attaquer s'il n'y a pas d'autre choix, ou bien, et c'est la majorité des cas, il va complètement se figer pour essayer d'être invisible, pour essayer de ne pas être vu et essayer de survivre de la sorte. Donc, pareillement, en tant que primate, en tant qu'être vivant, lorsqu'on se retrouve dans des situations en dehors de notre zone de confort et qu'on est face à un stress, on perd l'accès à nos moyens et mentalement, on ne peut pas retrouver cet accès. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire en amont, de faire ce travail d'écoute de soi pour qu'ensuite, on stretch graduellement cette zone de confort et réaliser que je peux parler à des gens que je ne connais pas sans être en danger. Je peux parler à un groupe de 3 personnes, ils vont m'écouter, je vais être capable de m'exprimer. Ensuite, ça sera un groupe de 5 personnes, ensuite de 20, et ainsi de suite. Donc, c'est un travail qui se fait graduellement. Donc ça, je le précise parce que parfois les gens ils se culpabilisent de partir dans un tel état de stress en ne comprenant pas, en se disant mais pourquoi je perds mes moyens, pourquoi j'ai bafoué, pourquoi j'ai autant stressé dans cette situation, et réaliser que comme toute chose, c'est quelque chose qui est évolutif et on va travailler ça en amont petit à petit pour développer cette capacité de présence, non seulement lorsque je suis seul dans le confort de chez moi, dans la sécurité de ma maison, mais aussi lorsque je suis face à un grand public. Oui, ça s'appelle en thérapie comportementale l'exposition, hein, s'exposer progressivement à la plus petite peur qui soit, la peur de parler devant 2, 3 personnes, et puis graduellement parler devant de plus en plus de personnes, et ça fonctionne très bien. Comment on pratique la méditation et combien de temps? Comment on pratique la méditation? Donc là, dans sa forme, on va dire, la plus essentielle, la plus simple, c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, qui consiste à observer ce qui se passe dans le moment présent. Donc on va faire ça à travers nos sens, on commence à travers nos sens. Lorsque je suis connecté à mes sens, je suis dans cet état de présence. On ne peut pas ressentir du froid dans le futur, dans le passé. Si je ressens du froid, si je ressens une pression au niveau de mes appuis, si je ressens ma respiration, je ne peux le ressentir que dans le moment présent. C'est pareil au niveau visuel, au niveau auditif. Tout ce qui apparaît dans ma conscience, à travers mes sens, apparaît dans le moment présent. Donc la première étape de la méditation, c'est de se familiariser avec cet état de présence et de réaliser aussi à quel point mon attention a cette habitude de partir un peu dans tous les sens. L'attention peut partir dans les pensées, donc on a un glissement dans les pensées où on va petit à petit partir dans la rêvasserie, dans la projection mentale. Donc ça, même, on peut le voir même physiquement. Lorsqu'une personne est perdue dans ses pensées, elle va être statique au niveau du corps, elle va avoir le visage, le regard fixé quelque part, et elle n'est plus du tout
très très peu à l'écoute de ses sens. Donc là, on n'est pas vraiment présent à ce qui se passe autour de nous, on est perdu dans les pensées. Donc la première étape de la méditation, c'est de voir cette attention où est-ce qu'elle est, et on va prendre l'attention et on va la poser quelque part. On va par exemple, je vais pas par exemple mettre mon attention sur un ressenti comme l'air qui glisse dans les narines. Donc, si tu respires, si vous respirez, ceux qui suivent cette vidéo, si vous respirez, lorsqu'on inspire, on peut peut-être sentir la fraîcheur de l'air qui glisse dans les narines. Donc, c'est un ressenti. Je peux rester avec. Ça peut être aussi un ressenti d'expansion. Donc, lorsque j'inspire, je peux peut-être aussi ressentir une expansion au niveau de la poitrine. À l'inspiration, une expansion, un relâchement à l'expiration. Ou ça peut être au niveau du ventre. Et une fois que j'ai trouvé une zone où je peux bien sentir ce mouvement de la respiration, qui est donc un ressenti qui m'amène dans le présent, je vais maintenir mon attention dessus. Donc il y a cette intention de départ qui est d'être là et de maintenir mon attention sur ce ressenti. Donc si c'est, disons que c'est l'expansion de la poitrine, je vais ressentir le début de l'expansion, puis un moment de pause entre l'expansion, entre l'inspiration et l'expiration, et puis un mouvement de relâchement à l'expiration. Et à chaque fois que je réalise que mon attention est partie ailleurs, et ça va invariablement arriver, elle va glisser petit à petit dans des pensées, une succession de pensées, et à un moment, on va réaliser que on est en train de penser au travail, on est en train de penser à une discussion qu'on a eue il y a quelques jours, et dès que je réalise cela, je ramène simplement mon attention au niveau de la respiration, comme j'ai fait au départ de ma méditation. Lorsqu'à nouveau l'attention va se perdre, soit dans une rêvasserie ou peut-être un peu une somnolence, ou bien dans beaucoup de pensées où on sent qu'il y a de l'agitation qui est en soi, de la tension qui s'accumule en soi, lorsque je prends conscience de cette perte, que ce soit dans l'agitation ou dans une sorte de somnolence, dès que je réalise, je ramène mon attention à ce ressenti d'expansion et de relâchement. On parlait Et penser à un petit singe en fait qui saute d'arbre en arbre, les pensées qui vont d'une pensée à une autre, d'un thème à un autre, qu'on ne peut pas stopper aussi souvent. On me dit, est-ce qu'on peut arrêter de penser? alors dans le bouddhisme, c'est vrai qu'ils utilisent souvent cette image du singe qui est Ouais. un peu comme notre attention, effectivement, qui va un peu dans tous les sens. Et juste pour revenir sur la méditation et sur ce qu'est la méditation de pleine conscience, c'est ce mouvement de retour qui constitue la méditation. C'est pas d'être dans le présent, c'est pas de sentir un lâcher prise, c'est pas de ressentir de la paix, c'est pas de ressentir une connexion, c'est parce que parfois on peut avoir ces idées préconçues de la méditation ou ces attentes de cette pratique. Et lorsqu'on s'installe pour méditer, tout ce qu'on ressent, c'est de la frustration, c'est une difficulté à être présent, c'est beaucoup d'agitation, c'est on s'endort et on se demande si ça marche, on se demande si on médite correctement. Ça, c'est une question qui revient très souvent. Et vous méditez correctement, on médite correctement si l'intention, elle est toujours là. C'est simplement ça. On n'a pas besoin de faire davantage que cela. C'est simplement, à chaque fois que je le réalise, parce que quand je suis perdu dans les pensées, je ne peux pas y faire grand-chose, parce que c'est une vraie perte, on est plus là. Et d'ailleurs, même, parfois, on commence à penser à un sujet, et on peut se dire, mais comment je suis arrivé à ce sujet? On a tout un train de pensées qui font que tout d'un coup, on pense à un restaurant dans lequel on n'a pas mangé depuis quelques années, et le mental a cette capacité à se perdre dans les pensées. Donc, à chaque fois que je le réalise, hop, je prends mon attention et je la ramène, sans m'agacer, sans frustration, sans jugement, sans me dire que j'arrive pas à méditer, parce que à chaque fois que je fais ce mouvement de retour, je développe ma capacité de me stabiliser dans le moment présent. C'est vrai que j'ai eu ces Et, questions aussi quand je méditais, parce qu'il y a des fois, je méditais pendant 20 minutes et pendant 15 minutes ou même un peu plus, mon esprit était complètement ailleurs. Pendant un mois, je n'arrivais pas à stabiliser mon esprit et quand même, j'avais des effets bénéfiques de cette méditation et j'étais étonné parce que j'avais l'impression de mal méditer, mais au final, je méditais bien. Et puis il y a, oui, je crois que c'est Fabrice Midal, je ne sais pas si tu connais, oui. qui dit foutez-vous la paix et qui disait en fait que simplement être là et avoir l'intention de revenir au souffle, hein, mais sans se blâmer si on est parti, avait un effet bénéfique aussi.
Oui. Ça, c'est pour Alors, pas décourager les gens qui, au départ, se concentrent sur leur souffle et l'esprit, comme un petit singe, s'en va sans arrêt. Ils se disent, je médite mal, j'arrive pas à stabiliser mon esprit, j'arrive pas à ne plus penser, j'abandonne tout. oui. Alors ça, c'est oui, c'est un point important aussi que tu amènes, c'est que ressentir un peu de résistance en soi, c'est souvent aussi une indication qu'on médite correctement. Parce que si on s'installe pour méditer et qu'on se laisse complètement partir dans la rêvasserie, là, là c'est facile. On ressent pas d'inconfort, on ressent pas de résistance. Si je ressens une résistance, c'est que mon intention est là. C'est-à-dire que je ramène mon intention et elle repart. Je la ramène et elle repart. Donc, comme tu disais aussi, ça fait du bien parce qu'il y a eu quand même des courts moments Oui, où j'étais présent. Et pour répondre à une question que tu as posée aussi, est-ce qu'on fait taire le mental? L'idée, c'est pas de faire taire le mental avec le mental. L'idée, c'est de voir où l'attention se trouve. Lorsque l'attention est dans le mental, je peux la ramener sur le présent et ensuite, avec le temps, avec la pratique, cette attention va se stabiliser de plus en plus dans le présent et du coup, le mental, il sera toujours là. Des pensées peuvent émerger, mais on ne va pas plonger dedans. C'est-à-dire que je peux être pleinement présent, avoir quelques pensées, je les observe. Donc, je suis en train de penser à ma petite nièce, ou je suis en train de penser à un travail, il y a une pensée qui émerge, mais elle a plus ce pouvoir de me tirer et m'amener oui, dans cette succession de pensées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on développe cette stabilité, on va pouvoir réfléchir avec plus de clarté, plus de lucidité, avec plus de profondeur, parce que là aussi, bien souvent, lorsqu'on est face à des décisions, comme je te disais en introduction, lorsque j'étais au Liban dans cette situation de stress et que je pensais, j'étais pas réellement en train de penser, c'était de l'agitation qui se passait au niveau du mental. Ça part dans tous les sens, mais ça ne nous amène pas de la clarté, ça ne nous amène pas de la confiance, ça ne nourrit pas la confiance d'avoir la bonne pensée, les bonnes idées, la capacité à agir. Lorsque je développe cette capacité d'être stable dans le moment présent et de réfléchir avec cette présence, je vais pouvoir approfondir certains sujets d'une manière plus efficace, où je vais vraiment voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces pensées. Est-ce qu'il y a des peurs inconscientes? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet? Qu'est-ce que je cherche à vivre? Donc ça aide grandement aussi en cela. Et ce que troisième j'ai point que tu as pu, évoqué, oui, pardon. pardon. Oui, Oui, ce que j'ai pu voir, c'est que aussi, ça permettait la résolution de problèmes. C'est-à-dire, j'avais un souci et en fait, je suis en train de méditer et les pensées partent et je reviens sur le souffle. Et à un moment donné, il y a des pensées utiles qui sont arrivées. C'est assez étonnant. Ces pensées, donc, je les ai gardées en mémoire et je suis revenu sur le souffle. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la méditation. Je ne sais pas si ça t'est c'est arrivé aussi, toi. Ah oui, tout à fait. Sinon, moi, ça m'arrive au quotidien, je vais te dire. Moi, c'est une pratique quotidienne. Ce qu'on appelle la méditation introspective. Et c'est se poser et se poser. Et ça peut être des questions simplement, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me permettre d'avancer dans mes projets? Et vraiment poser une question, quelle qu'elle soit, et vraiment écouter. Donc, ne pas chercher la réponse avec le mental, ne pas chercher à dessiner des scénarios avec le mental pour essayer de répondre à ma question, mais poser une question et s'installer dans cet état de calme, d'écoute. Et effectivement, c'est étonnant, les réponses qui peuvent nous venir. Parfois, c'est des réponses auxquelles on ne s'attend pas du tout, mais qui sont extrêmement éclaircissantes. Et habituellement, je sais que c'est une bonne réponse lorsqu'après, je suis dans un état de gratitude, d'appréciation, un état de calme et de confiance, où on sait que on peut se concentrer sur une chose à la fois. On n'a pas besoin de gérer un tas de sujets et on peut s'autoriser à plonger dans une action. Et c'est là où vraiment on peut offrir le meilleur de soi-même parce qu'on est pleinement là, présent à ce qu'on fait ou à l'échange qu'on peut avoir avec une personne. Donc c'est vrai que la part introspective de la méditation, c'est une part qui va beaucoup aider parce que ça va aussi nous permettre de mieux se connaître et que ça va aider dans la prise de décision et dans la clarification de nos projets de vie. Pardon, si je peux si je reviens sur un Ouais. point aussi que tu Ah as oui, vas-y, abordé oui. par rapport à la difficulté
de rester concentré. Euh, et c'est là où le retour au corps peut être intéressant. Si par exemple on passe plusieurs jours à la suite où tu as beaucoup d'agitation et tu as du mal à rester concentré, c'est que ça peut être intéressant de passer d'abord par le corps, de dissiper la tension au niveau du corps, de ramener l'attention au niveau des ressentis du corps à travers peut-être le yoga, à travers la marche, à travers des étirements, à travers un bain, à travers un massage. Donc ça, c'est une porte d'entrée qui est beaucoup plus facile lorsqu'on a beaucoup d'agitation en soi. Et lorsqu'ensuite, j'ai cette écoute du corps, parce que par exemple, si je prends une posture de yoga, que je suis attentif à mes points d'appui, à ma respiration, à l'étirement de mes muscles, ça me ramène dans le présent. Mon attention, elle est là, elle est plus dans mes pensées. Et après, il me sera plus facile de m'installer immobile pour méditer. C'est difficile de faire une salutation du soleil et d'avoir l'esprit complètement dispersé parce que c'est éminemment physique, hein, la salutation du soleil que je pratiquais parce que je peux plus faire de yoga là parce qu'on a restreint le nombre de personnes à cause de la Covid. Oui. Mais c'est vrai que quand on pratiquait cette salutation du soleil, on était dans le physique et on était beaucoup moins dans notre mental. Et ça fait un bien fou, c'est vrai. Donc, on a parlé méditation et confiance en soi. On va aborder maintenant méditation et stress, anxiété. Qu'est-ce que tu as pu, toi, voir comme effet bénéfique sur le stress? Que ce soit le stress, l'anxiété, l'angoisse, les crises de panique. Oui, Et il y a des symptômes qui se manifestent. Donc, si on prend par exemple les crises d'angoisse, les crises de panique, quelque chose de très présent, lorsqu'on a un symptôme qui se manifeste, que ce soit émotionnel ou physique, c'est un appel de notre attention. C'est-à-dire que si je ressens une forte douleur, une forte émotion, je n'ai plus le choix, je suis forcé de revenir dans le ressenti et de revenir dans le présent. Donc c'est désagréable, c'est à oui. travers la douleur, à travers une crise, mais mon attention est ramenée au niveau de mon ressenti, au niveau de ce qui se passe dans le moment présent. J'ai une crise dans le supermarché, je ressens une douleur intense. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, donc, voilà, lorsque je ressens une douleur intense Oui, ou une émotion, ou un symptôme intense, c'est donc mon corps, mon être, qui force mon attention à écouter ce qui se passe. Donc ça, c'est le propre de tout symptôme. Et la façon dont le corps fonctionne, et c'est une façon extrêmement sophistiquée et intelligente, c'est que le corps va nous proposer des symptômes, des messages, d'une manière graduelle, allant de plus en plus forte, si on ne l'écoute pas. C'est-à-dire que lorsque j'ai un symptôme, c'est une information qui va m'aider à gérer la situation, qui va m'aider à faire les bons choix. Si par exemple, je me fous de la cheville, je me blesse, et qu'ensuite j'essaye de me lever pour prendre appui dessus, je vais avoir une forte douleur qui va m'empêcher de rester debout dessus. Si j'essaie de forcer, c'est mes muscles qui vont lâcher, qui vont me faire tomber. Pourquoi? Parce que j'ai une blessure au niveau du tendon, par exemple, ou du ligament, et pour guérir, je suis obligé d'immobiliser mon os ou ma cheville ou l'articulation que j'ai blessée. Le corps a besoin de s'immobiliser pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir reconstruire le collagène, donc se reconstruire, se guérir. Et si j'amène de la tension au niveau de l'articulation, je vais empêcher cette guérison. Donc la douleur, elle a son utilité, elle est en train de me dire, attention, n'appuie pas dessus, tu vas te blesser davantage et tu ne vas pas pouvoir guérir. Donc la plupart des symptômes sont une information qui est très nette, qui ne nous laisse pas le choix, comme le fait de ne pas pouvoir se mettre debout, pour nous aider à guérir, pour nous aider à faire le bon choix. Si je suis malade, par exemple, face à une bactérie, un virus, j'ai besoin de toute mon énergie, de toute l'énergie du corps pour guérir. Donc là, je vais être extrêmement fatigué. Je ne vais pas aller travailler, je ne vais pas aller faire un footing. Le corps a besoin de ses ressources, de son énergie pour me guérir. Donc je ressens de la fatigue, je ressens un tas de symptômes qui m'orientent dans la bonne direction, qui va m'aider à guérir. j'ai pas faim, je mange pas parce que j'ai besoin de Exactement. jeûner. Ça, Ouais. Ah ouais. ça, c'est un bon point. C'est vrai que Mm. la nourriture, ça prend beaucoup d'énergie.
Et là, on a juste envie de boire du liquide, parce que le liquide va nous faire du bien, mais on n'a pas faim, parce que le corps, la priorité du corps, ça va être de récupérer, de gérer cette infection. Donc pour en revenir à la personne qui est en Oui, fait sauve dans le supermarché, son symptôme en fait serait l'expression d'un message de quelque chose qui va pas peut-être dans sa vie ou c'est ce alors, que tu es alors, en train alors, de dire ou non? alors, là, je vais arriver sur ce point, Oui, mais pardon. voilà, donc déjà, on a vu que l'utilité des symptômes et l'autre aspect qu'on doit comprendre pour répondre à ta question, c'est que les symptômes vont d'une manière graduelle. C'est-à-dire qu'au départ, le corps te donne l'information, donc très rapidement, si j'ai une mauvaise posture et que j'ai cette capacité d'écoute du corps, rapidement, je vais sentir que je ne suis pas confortable ou que j'ai les épaules qui montent, dès que je vais le réaliser, je sens que je ne suis pas bien, je vais réajuster la posture. Si je ne suis pas à l'écoute de mon corps, les symptômes vont monter en intensité. C'est-à-dire qu'au départ, c'était juste une petite sensation d'inconfort. Ensuite, ça va être une contracture. Après, ça va être une brûlure. Après, ça va être une douleur. Après, ça va être une douleur avec des symptômes qui descendent dans les mains, des fourmillements dans les mains. Donc, on va avoir une, une augmentation graduelle du symptôme qui fait que ça va devenir de plus en plus fort. Et parfois, un symptôme très fort est approprié. Donc, parfois, une crise de panique, la réponse est logique par rapport à la situation. Et là, je peux te donner un exemple. Moi, il y a, je sais pas combien d'années, il y a peut-être 15 ans de cela, j'étais à une réunion associative où on était, je crois, il y avait 300 personnes dans une grande salle. Et c'était une association professionnelle à laquelle je participais, moi j'étais adhérent. Et à l'époque, j'éditais un magazine avec les éditions Akeos, un magazine santé, et j'avais proposé ce magazine à cette association pour que ses adhérents puissent le découvrir, puissent s'abonner si ils étaient intéressés. Et donc pendant ce panel, pendant cette discussion, à un moment ils ont présenté le magazine, donc comme c'était prévu, et donc j'étais content qu'ils le présentent, et tout était normal jusqu'à là. Et à un moment, l'un des gars qui parlait du magazine me voit dans le public et dit ah bah c'est lui Moutassem Amour qui est l'éditeur de ce magazine et bah ça serait bien que lui puisse nous en parler. Et il commence à faire passer le micro, et le micro il vient, il monte jusqu'à chez moi, jusqu'à venir là où j'étais assis, et à l'époque j'étais pas du tout à l'aise dans la prise de parole en public, donc je commence à avoir le cœur qui bat, une Crise de grosse panique. intensité. Je commence à devenir tout rouge. Euh, Ma bouche devient tellement pâteuse que j'arrive à peine à l'ouvrir. Et j'essaie de réfléchir à ce que j'allais dire, et c'était le blanc. Un blanc absolu. Il n'y avait rien qui me venait. J'ai l'impression de pédaler dans le vide. C'était horrible comme sensation. Et cette idée de vouloir disparaître, vouloir ne plus être là, se dire c'est pas possible. Et je voyais le micro qui se rapprochait. Et à un moment, l'un des autres gars qui était sur la scène dit ah, on est trop juste dans le temps, on va pas avoir le temps. Désolé, peut-être une autre fois, mais on va pas avoir le temps. Et le micro fait marche arrière. Là, c'était Sauvé. le soulagement, j'étais sauvé. Et donc là, j'ai eu une réaction de panique qui était, on va dire, pas appropriée, mais qui avait une cause qui était très claire, qui était très nette. Et dans l'exemple que tu donnes, que ce soit dans le supermarché ou parfois même à la maison, lorsqu'on a une crise de panique qui commence, il y a pas de cause extérieure ou de cause qui est très claire ou surtout qui n'est pas justifiée. On n'est pas dans un danger immédiat, on n'est pas au regard de centaines de personnes, on n'est pas face à une bête sauvage. Donc, ce qui se passe, et donc ça va, désolé pour cette réponse longue, mais ça va relier l'explication sur les symptômes. Ce qui se passe, c'est que dans ces cas de figure, les symptômes étaient là, l'attention était là, sous-jacente pendant des jours, des semaines, parfois des mois, et à un moment, ça explose. Et c'est un petit facteur déclencheur, ou même parfois c'est juste une simple pensée. Là, j'en pense à une personne que j'ai accompagnée et qui allait mieux. Donc, elle avait fait pas mal de progrès par rapport à sa situation. Et à un moment, elle était en arrêt de travail et elle reçoit un message, je crois que c'était la personne qui l'accompagnait au niveau de Pôle emploi, qui lui disait que peut-être que ça serait pas mal de prendre un rendez-vous pour envisager la reprise du travail.
Et elle, ça faisait peut-être 6 mois qu'elle était en arrêt de travail. Et donc, ce simple email a redéclenché une attaque de panique. Donc, parfois, c'est des choses toutes petites qui peuvent renclencher cette manifestation extrême, ce symptôme très, très fort. C'est comme si on nous vidait un seau d'eau glacé sur la tête parce que pendant assez longtemps, on n'a pas écouté les petits messages en amont qui auraient pu nous éviter d'arriver à ce degré de symptômes, à cette manifestation très intense où le corps nous dit, où tout notre être nous dit, ah, tourne ton attention, il faut vraiment que tu reviennes dans le moment présent. Et là, le travail de la méditation, ça peut aider lorsqu'on est en crise, mais c'est surtout en amont, c'est le fait de réapprendre à s'écouter. Parce que là aussi, la plupart des personnes avec qui j'ai pu interagir, qui faisaient souvent de l'anxiété ou des crises d'angoisse ou des crises de panique, c'était des personnes qui avaient tendance à être très mal à l'aise avec le fait de s'écouter, d'avoir des moments de silence, Ouais. des moments d'écoute de leur corps, se réveiller la nuit. Je repense à un monsieur qui pourtant était actif. Pendant la semaine, il travaillait, ça se passait plutôt bien, et il appréhendait les week-ends, parce qu'il savait qu'il allait se retrouver seul, et s'il avait rien à faire, c'était toujours assez angoissant pour lui, parce qu'il savait qu'il n'aimait pas du tout se retrouver dans ces moments où il risquait d'être à l'écoute, il risquait de s'écouter, de ressentir ce qui se passait en lui. Je repense à une autre jeune femme qui, elle était tout le temps en train de s'occuper, tout le temps en train de faire, là, surtout pendant le confinement, c'était encore pire pour elle. Donc, elle faisait toute la journée, elle faisait le ménage. Du matin au soir, le ménage, le rangement. Donc, elle cherchait toujours à s'occuper pour ne pas être à l'écoute de ce qui se passait en elle. Parce qu'elle avait peur de ressentir certaines émotions, de ressentir de l'inconfort, de ressentir de l'oppression, d'être face à certaines émotions. Et lorsqu'on est dans cette fuite, plus ou moins consciente de ce qui se passe dans le moment présent, ça continue malgré tout, même si on l'évite, en s'occupant, en se mettant devant la télé, en buvant de l'alcool, en prenant des calmants, même si on essaie d'étouffer ou de l'éviter, ça continue en arrière-plan, ça continue, et à un moment, ça finit par exploser. Donc la méditation, ça va aider parce que ça va nous amener à faire des moments de retour, donc lorsqu'on est en dehors des crises, et commencer à se refamiliariser avec le fait simplement de s'écouter. Et c'est vrai qu'au début, c'est inconfortable. Et c'est d'ailleurs pourquoi, la plupart du temps, on va l'éviter, parce que peut-être qu'on a vécu des choses difficiles dans le passé, des ruptures, des choses qui nous ont vraiment fait mal. Et le fait d'être face à sa solitude, d'être face à une situation difficile avec un conjoint ou une conjointe, d'être face à des symptômes physiques. Donc, on va éviter à tout prix de faire cela, et la méditation ou un travail de retour vers soi, que ce soit à travers le corps, la respiration, le toucher, donc ça on pourra parler des différents outils qui sont disponibles, ça va permettre à cette personne de voir ce qui se passe en elle et d'éviter que cette tension s'accumule. Parce que si je ne m'autorise pas à ressentir ce qui est inconfortable, je ne peux plus non plus avoir accès à ma capacité à ressentir de la joie, à ressentir de la connexion aux autres, parce que tout se passe à travers moi, tout se passe à travers mes sens dans le moment présent. Donc si je suis tout le temps en fuite de ce que je ressens maintenant, pour éviter de ressentir l'inconfort, je me ferme aussi l'accès à ma capacité à être bien. Et donc le piège dans lequel on tombe, c'est on s'imagine que c'est l'extérieur, c'est le futur qui va m'amener à être bien, qui va débloquer ma situation. Si seulement je pouvais trouver du travail, si seulement je sortais de cette situation compliquée avec mes collègues, si seulement je rencontrais la bonne personne, alors je serais bien, je pourrais ressentir de la joie et du bien-être. Alors que le problème, c'est que même si on obtient ça, si lorsque je suis dans ces situations, j'ai pas appris à avoir accès à mes ressources, j'ai pas appris à être dans le présent, je n'aurai pas accès non plus à ma capacité à ressentir de la joie, de la confiance, de la connexion aux autres. Donc c'est un passage inconfortable au début, parce que si on l'évite, c'est qu'il y a certainement quelque chose qu'on ne veut pas vivre, mais si on le fait d'une manière douce, graduelle, des moments d'écoute, de retour dans le corps, on va petit à petit reprendre l'accès à notre capacité à être dans le présent. Et d'une part, on va donc redécouvrir ce que c'est, d'apprécier le moment présent. Et donc, pour revenir à l'exemple de ce monsieur qui était
très mal le week-end, le fait d'avoir travaillé ensemble, il me disait que maintenant, même lorsqu'il était seul, au lieu de s'asseoir et de s'inquiéter d'être mal, il cuisinait, il écoutait de la musique. Ça faisait il aimait la musique, mais ça faisait longtemps qu'il prenait plus le temps d'apprécier la musique. Et il m'expliquait que maintenant, lorsque je cuisine, je prends du plaisir, j'écoute de la musique, je prends du plaisir. Je suis plus en train d'être dans l'inquiétude de ma situation, de réfléchir à ma situation. J'apprécie de faire ces petites choses. Et autre chose intéressante, c'est que le fait d'avoir fait cela, ça lui a redonné l'envie, on va dire la confiance d'aller vers les autres. Et je crois qu'il a commencé un cours de danse ou de yoga, je ne sais plus qu'est-ce que c'était exactement, mais il a eu ce regain de vitalité, d'envie d'aller vers l'autre. Et ça, si on est tout le temps fermé en mode à éviter de faire face à notre vulnérabilité. La vulnérabilité, elle est quand même là. Et si je me sens vulnérable, je n'ai pas envie d'aller vers les autres. J'ai pas envie d'aller dans des situations nouvelles. J'ai pas envie d'être face à des inconnus. Donc, on va se refermer de plus en plus. Donc, revenir vers soi à travers donc cette pratique de la méditation, ça va m'éviter d'accumuler cette tension qui, comme on l'a vu, peut exploser en tant que symptôme d'angoisse ou de crise de panique. Et ça va aussi me permettre d'avoir accès à ma capacité à être bien. Ce qui est normal au début pour les personnes qui s'écoutent, qui commencent à s'écouter, qui n'ont pas l'habitude, qui souffrent de crise d'angoisse. Ce qui me rapporte, c'est au début, elles s'écoutent pendant 1 minute déjà. Et il y a une montée en fait des émotions qui s'amplifient. Mais cette montée, si on persiste dans le temps, ça va faire mal pendant 10 minutes et après, ça va s'apaiser. Toute l'émotion va s'apaiser. Et les personnes ont l'impression que cette montée d'angoisse va être interminable et qu'ils vont devenir fous et que ça va les submerger. En fait, quand ils font l'expérience avec moi dans mon cabinet, de s'écouter uniquement pendant 10 minutes, laisser passer cette vague de force de l'émotion qui est joyeuse, hein, très contente qu'on l'écoute. Ça fait des années qu'on la brime. Là, elle parle, elle n'arrête pas. Il y a un débit énorme qui fait très mal. Quand on la laisse parler, elle s'apaise régulièrement. Ici, ils prennent l'habitude de s'écouter régulièrement, comme tu le disais. Eh bien, cette montée émotionnelle, elle est plus aussi forte. Elle diminue d'intensité. Et là, ils peuvent accéder à une guérison, à un mieux-être. C'est ce que je peux observer. Donc, je dirais aux gens d'essayer de résister. S'ils le peuvent, au moins pendant 5 minutes, écouter leurs émotions, prendre l'habitude d'écouter leurs émotions. Et ils vont voir après que ça va vraiment les calmer. Oui. Et encore cette notion de travail en amont, c'est-à-dire lorsque je suis en dehors de la crise, que ça va plutôt bien, commencer à se Oui. familiariser avec cette écoute de soi, avec ce retour dans le corps, s'étirer, respirer, parce que ça va grandement m'être utile lorsque je serai dans cette crise, parce que j'aurai déjà commencé à trouver ce chemin de retour vers les ressentis. Et après, lorsqu'on est dans la crise, ou lorsqu'on est dans du stress, et donc là, on parle des crises d'angoisse, mais c'est vrai que le stress, c'est à peu près ça, mais c'est à un Oui. moindre degré, on va dire. Le stress, c'est aussi un manque d'écoute de ce qui se passe, et c'est toujours cette tendance à se projeter mentalement, à pas être présent et à partir dans les pensées. Euh, donc, un moyen de gérer le stress ou l'angoisse, c'est ce qui aide, j'ai remarqué, et qui était plus facilement accessible, on va dire, que la méditation classique, c'est d'utiliser le toucher. Lorsque je mets un point d'appui, il va m'être plus facile de ressentir que simplement assis immobile. Donc, si par exemple je pose ma main sur ma poitrine ou si je Sur pose la debout, poitrine. voilà, sur la Il y a des points poitrine. spécifiques? Non, sur la Non? poitrine, c'est une zone intéressante puisque c'est une zone qui bouge lorsque l'on inspire. Donc, si tu mets la main et tu inspires, tu peux sentir un mouvement qui pousse vers l'avant et légèrement vers le haut. Et le mouvement de retour. Si on sent la difficulté à sentir, on peut mettre aussi le bout des doigts. Comme les bouts des doigts, on a plus de récepteurs Oui, ça nerveux. peut être plus facile, oui, effectivement. Et donc là, lorsque j'inspire, je peux sentir que ça pousse légèrement contre mes mains à l'inspiration et à l'expiration, le mouvement de retour. Donc et le fait d'amener notre cerveau, d'occuper notre cerveau de la sorte, c'est-à-dire que je vais lui donner plusieurs points d'entrée, le ressenti du toucher, le mouvement de la respiration, donc le mouvement qui est causé ici,
Donc, si j'ai plusieurs, et le mouvement de mes mains, le fait d'avoir plusieurs informations, ça va être plus facile de canaliser mon attention dessus. C'est comme notre attention, elle a une capacité assez incroyable d'aller au fond des choses. Donc, on peut réfléchir à des problèmes très complexes et l'humanité l'a démontré encore et encore par rapport à tout ce qu'elle a pu découvrir. Mais on a beaucoup de mal à faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire d'avoir une attention je ne peux pas lire, t'écouter, parler en même temps. Pourtant, des actions qui sont très simples. Mon attention n'a pas cette capacité de faire plusieurs choses à la fois. Donc, lorsque je focalise mon attention et je lui dis, ressens la respiration, le mouvement, le toucher, ça va la forcer en quelque sorte à rester avec. Donc ça, c'est une bonne zone. Le nombril, c'est une zone intéressante aussi. Donc je mets les mains Le- sur le ventre, je relâche les épaules. Et lorsque j'inspire, je peux sentir ce mouvement Donc on d'expansion. met les deux mains sur le ventre et... Oui. Voilà, on met les deux mains sur le ventre, les épaules restent relâchées. Et D'accord. à l'inspire, on sent l'expansion. Et le mouvement, on peut sentir peut-être un mouvement qui pousse vers l'avant et légèrement vers le bas à l'inspiration. Et un mouvement de retour à l'expiration. Donc l'idée, c'est vraiment d'être attentif, d'être curieux. Tout à l'heure, tu disais que Fabrice Midal recommandait de ne pas se mettre trop la pression, de ne pas se juger, s'accabler si on ne le fait pas bien ou on ne le fait pas régulièrement. Euh, Vraiment, moi, je vois la méditation plus comme ces approches, plus comme une exploration, comme une D'accord. curiosité. Et c'est fascinant de vraiment redécouvrir notre monde intérieur. On, on se laisse distraire par pas mal de choses qui, au fond, nous apportent très peu de satisfaction profonde, réelle, le téléphone, les applications, la télé. Mais lorsqu'on développe, qu'on commence simplement à tourner l'attention vers soi, le ressenti du corps, les émotions, les pensées, c'est tout un monde qu'on découvre qui est beaucoup plus enrichissant et c'est une exploration plus qu'une contrainte. Il ne faut pas méditer parce qu'on veut être plus productif ou parce que je dois le faire, mais allumer cette étincelle de curiosité parce que un cheminement qui est extrêmement enrichissant. Donc, les mains, Oui. ce qui peut aider aussi, c'est de mettre les mains sur les yeux. Donc là, on va activer le système neuro-végétatif. Donc ça, on va stimuler le nerf vagal qui va calmer le cœur, qui va, qui va nous mettre dans un mode de relâchement par rapport à un mode de tension. Donc simplement mettre les mains sur les yeux comme ça peut Voilà, calmer tout ça. mettre une pression sur les yeux, D'accord. ça tourne. Et pareil pour les lèvres, mettre une pression sur les lèvres ou tapoter sur les lèvres, par exemple. Oui. En inspirant, là aussi, parce que lorsque je mange, par exemple, euh, je ne mange pas lorsque je suis face à un lion. Donc mon cerveau, Oui, c'est s'il vrai. sent une stimulation au niveau des lèvres, il se dit, bon, il est en sécurité. Donc Ah, il ça va commencer à... court-circuite en fait l'amygdale, le circuit de la peur, alors c'est ça? Oui, Ouais. oui, exactement. Ça commence à l'apaiser et on va graduellement se rétablir dans un système qui est beaucoup plus cohérent avec la réalité. Si je suis dans mon lit et que j'ai des manifestations physiologiques qui sont une réponse logique lorsqu'on est face à un danger immédiat physique, on n'est pas aligné avec la réalité. Donc c'est vrai que le travail de méditation, c'est aussi une reconnexion simplement avec la réalité. Vivre dans la réalité et non pas vivre par rapport à nos conditionnements passés ou par rapport à nos peurs du futur. Si je suis dans mon lit, je ne suis pas en danger. Oui, oui, oui. Donc, lorsque je reviens dans le corps, que je lui dis, voilà, ça va, tu es là, tu respires, le cerveau va graduellement intégrer cela et s'installer dans un degré d'apaisement. Et je t'avais partagé cet exemple que j'ai eu dans le cabinet il y a quelque temps de cela. Je faisais un remplacement pour un collègue, c'était dans les Hautes-Alpes. Et à un moment, et donc c'est un cabinet avec plusieurs salles de soins, avec des salles de repos. Et donc moi j'étais avec un patient, il y avait plusieurs personnes dans la salle d'attente, et à un moment j'entends un hurlement, des cris qui remplissent tout l'espace. Donc tout de suite je sors voir ce qui se passe. Tout le monde me regarde, l'assistante, les gens dans la salle de d'attente, en se demandant mais qu'est-ce qui se passe. Et donc là je vais dans la salle d'à côté, et il y avait une patiente qui attendait qui se reposait avant de se faire, d'avoir un soin. Elle était assise à cheval sur une table de soins. Elle avait un coussin dans les mains et elle tapait de toutes ses forces en hurlant, en hurlant. En plus, elle était enceinte. Elle était enceinte de plusieurs mois puisqu'elle avait un gros ventre. Elle avait des taches rouges sur tout le corps, sur tout le visage, tous ses vaisseaux sanguins, beaucoup de ses
petit vaisseau sanguin avait éclaté. Donc c'était était en crise énorme d'hystérie, de panique, où son système, on sentait qu'elle était potentiellement en danger. Et la seule chose qui a pu la ramener dans un certain état de calme, heureusement j'avais une table qui pouvait se soulever un peu, donc on a soulevé un peu la table. Donc j'ai allongé à peu près à 45 degrés. Et là, j'ai pris un petit coussin, j'ai mis sur sa poitrine, j'ai posé ses mains sur son coussin et j'ai juste lui demandé de respirer, de sentir le mouvement sous ses mains et à l'expiration de laisser un son sortir, le son qu'elle voulait. Donc un A, un O, ce qu'elle avait besoin de sortir. Donc elle inspirait, elle expirait. Ah, donc ça, au début c'était un peu des pleurs, des gémissements. Petit à petit, le son qu'elle sortait est devenu plus clair. Ah, donc ça et le fait de revenir totalement dans le ressenti du corps à travers le toucher, la respiration, la vibration, parce que lorsqu'on émet un son, c'est tout le corps qui vibre. Ça l'a apaisé son système, sa peau est redevenue normale, sa respiration s'est apaisée. Et après, l'assistante est venue avec elle, elle s'est reposée quelque temps, après quelqu'un est venu la chercher. Et ce retour dans le corps, dans l'essence, a permis de sortir de cette crise qui était assez importante. Donc, ça soit voilà, durant la crise ou en amont, En amont, oui. Donc ça peut voilà, être. le retour dans la réalité, c'est quelque chose Ouais. qui est extrêmement bénéfique. Là, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est un aspect que j'ai pas trop vu dans la littérature, hein. J'ai lu beaucoup de bouquins sur les crises d'angoisse et de panique. Et il y a très peu qui parlent en fait de cette gestion de la panique en retournant au corps, en retournant à la réalité. Alors j'avais vu passer aussi, je ne sais pas si ça peut fonctionner, de repérer un petit peu tout ce qui est rouge dans la pièce, toucher peut-être du froid. Alors c'est un petit peu peut-être le même système que tu proposes, c'est-à-dire retourner dans son corps à la réalité, non? Oui, Ouais. exactement, exactement. Après, Mm. exactement. Parce que là on a beaucoup parlé des ressentis, parce que c'est Oui. très proche, et que lorsqu'il y a des symptômes d'angoisse, de panique, il y a beaucoup de symptômes physiques aussi, donc c'est accessible. Mais effectivement, tout ce qui va stimuler mes sens, ça peut être des objets visuels, des formes, quelqu'un qui me parle d'une voix calme, posée, je vais entendre sa voix, qui va venir aussi me rencontrer. La voix porte une certaine vibration, une certaine énergie. Donc le fait d'être attentif à une voix, et c'est d'ailleurs pour cela qu'instinctivement, naturellement, lorsqu'on est face à quelqu'un qui est mal, qui s'inquiète, qui souffre, on va chercher à le rassurer à travers la parole. Donc tout cela, c'est des portes d'entrée qui va amener la personne à, à, à revenir là et à ne pas ajouter de l'huile sur le feu parce que ce soit le stress et le stress du quotidien qu'on est tous à vivre, c'est très souvent les pensées. C'est les pensées qui sont en train de nourrir ce stress, cette inquiétude. C'est lorsque je me perds dans les pensées par rapport à pourquoi je vis ça, qu'est-ce qui se passe, ces inquiétudes, ou par rapport à ce qui a pu se passer, ou par rapport à des jugements que je porte sur moi-même. À chaque fois que je me perds dans des pensées, je vais, surtout lorsque c'est des pensées négatives, anxiogènes, je vais mettre de l'huile sur le feu et accentuer ces symptômes de stress, d'inconfort, d'oppression. Donc le fait d'avoir ces points d'appui dans le moment présent, à travers les différents sens, l'un des bienfaits aussi, c'est que ça va m'éviter de nourrir ces pensées anxiogènes. Et d'ailleurs, le corps, il le fait lui-même, hein, lorsqu'on est vraiment stressé, épuisé, en, en grosse crise, d'agitation, de stress. Ce qui suit souvent derrière, c'est quoi? C'est un épuisement, où on n'a même plus la force de réfléchir, où là, on est lessivé. Et une autre forme de cet épuisement, c'est la dépression. Si je suis tout le temps stressé, tout le temps dans la projection, tout le temps dans l'action, tout le temps dans l'action, j'arrive à un tel degré de saturation. Et comme on l'a vu, comme on n'est plus à l'écoute du corps, et ça, notre société, ça ne nous aide pas dans ce sens parce que c'est pas dans la culture, le fait Non. d'avoir ces moments de retour, d'écoute. On n'apprend pas à s'écouter, même lorsqu'on est enfant. On apprend plutôt à agir selon l'attente extérieure, l'attente des parents, l'attente de l'école, de la société. Donc, à force d'être tout le temps à l'extérieur de moi et d'agir par rapport à ce qu'on attend de moi, ce qui se passe en moi, je l'écoute de moins en moins. Donc, c'est ma capacité à savoir ce qui me fait du bien, ma capacité à savoir ce qui va faire du bien à mon corps, ma capacité à savoir aussi ce qui va me rendre heureux. Eh bien, le fait de ne pas l'avoir écouté depuis très longtemps
on n'y a plus accès. Et donc, du coup, je rencontre très souvent des personnes qui disent, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas ce qui me rend heureux, je ne sais plus ce qui m'excite, parce qu'on n'a pas cette écoute, on est à l'extérieur de soi. J'entends les gens qui me disent, moi, j'ai pas de rêve, j'ai pas de désir, j'ai pas de rêve. Alors, je suis toujours assez perplexe. Et quand on discute avec eux, on s'aperçoit qu'ils ont des rêves qu'ils n'osent plus écouter. Comment toi tu préconiserais de pratiquer donc on a vu l'exercice de pleine conscience pour réguler une crise de panique, c'est très intéressant, mais comment tu préconiserais toi de travailler pour la prévention? Comment tu dirais de pratiquer la méditation tout simplement pour prévenir ces crises en fait, Oui. ou ce Alors, stress ou cette anxiété? oui. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette intention d'apprendre à vivre de plus en plus dans le moment présent, Oui. d'être de plus en plus à l'écoute de soi, des pensées, des émotions, des ressentis du corps. Et donc après, il y a plein d'outils qui sont disponibles pour pouvoir le faire. Donc, bon, par exemple, dans l'école méditée aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est il y a comme un continuum de présence et c'est des portes d'entrée vers le moment présent. Donc d'abord, c'est le premier accès, c'est se reconnecter au corps parce que ça, c'est le plus facile et c'est quelque chose qui est plus accessible, plus attrayant aussi pour quelqu'un qui est très stressé, très dans le mental. Ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent aussi. Oh non, 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 moi, j'ai pas besoin de le tai chi, la méditation, tous ces trucs-là, c'est trop calme pour moi. Moi, j'ai besoin de défouler, j'ai besoin de courir, de faire de la boxe. Donc, pour certaines personnes, il y a tellement d'agitation en eux que ça ressemble trop étranger, le fait de se poser, de vraiment s'écouter. Donc, dans ce cas, on commence par le corps. Ça, c'est toujours une bonne idée. Commencer par le corps. Donc, ça va être là sur YouTube. Il y a un tas de vidéos de yoga, d'étirements. Euh, donc, tout ce qui va m'amener à écouter mon corps, le sport, la marche, les randonnées, donc des moments de retour dans le corps et avoir cette intention de le faire au quotidien. Donc là, voir ce qui me convient. Pour certaines personnes, ça va être marcher. Pour d'autres personnes, faire un peu de yoga. Pour d'autres personnes, faire peut-être un peu plus de sport actif. Et ça, c'est la première porte d'entrée. Donc, c'est avoir ces moments de retour à travers le corps. Ensuite, lorsque j'ai cette habitude et que je suis à l'aise, je suis spontanément, régulièrement, je suis attentif à mon corps. C'est-à-dire que j'ai commencé à développer cette écoute du corps où tout d'un coup, on est dans son corps. Régulièrement dans la journée, on a des moments où on se rappelle son corps. On peut sentir sa posture, on peut se sentir bouger, donc on est dans son corps. Après, on peut commencer à faire de la méditation de pleine conscience, où là, on se pose et là, on a cette intention de départ de choisir un objet, un endroit où je vais me porter mon attention, un ressenti où je vais porter mon attention et je vais rester avec. Ce qui va aider, c'est mettre un minuteur, comme ça, ça nous donne une petite Oui. idée. Donc, je peux mettre un minuteur, donc on peut Combien de commencer temps alors pour avoir des Alors, effets bénéfiques? oui, alors au niveau de la recherche, il y a pas, il y a maintenant il y a plus d'un millier d'études qui a été fait sur sur la méditation, sur les bienfaits de la méditation. La plupart de ces études ont des protocoles qui ont des séances qui durent entre 15, 20 minutes, ça peut aller jusqu'à 25 minutes. Il y a une chercheuse, Sarah Lazare, qui a fait une étude rétrospective et qui a vraiment été curieuse de voir quelle était la durée idéale. Et elle disait que 20 minutes, c'était très intéressant parce que là, on avait vraiment des changements au niveau physiologique, au niveau neurologique, donc qui pouvaient être mesurés par des IRM, où on voyait vraiment des changements au niveau de la structure du cerveau, au niveau subjectif, par rapport au ressenti des personnes qui pratiquaient. Donc là, c'est très solide. Mais elle notait aussi qu'à partir de 12 minutes, 12 minutes, d'accord. qu'à partir de 12 minutes, déjà, on avait des changements positifs. Parce que Donc, tu le sais qu'avec cette société, les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver ne serait-ce que 5, 10 minutes. Alors, c'est intéressant. Si on leur propose 20 minutes d'emblée, la plupart de mes clients fuient 20 minutes, c'est trop. Mais 12 minutes, ça peut être un format intéressant pour débuter. après, je te dis, même s'ils commencent avec 5 minutes Oui, et que graduellement, ils augmentent la durée, comme toute habitude, mieux vaut commencer petit, commencer à le mettre en place et après, donc voilà, mettre un minuteur,
s'assurer d'être au calme, de ne pas être dérangé, parce que si je sais qu'il y a quelqu'un qui va rentrer, je vais peut-être pas complètement me détendre. Ce qui peut aider également, c'est la température de la pièce. Si par exemple, il risque de... Parfois, on se rafraîchit, on se refroidit un peu lorsqu'on se relâche. Donc, si on a tendance à avoir froid, s'assurer d'avoir quelque chose qu'on peut mettre sur le dos. Donc là, c'est surtout pour les méditations qui deviennent un peu plus longues. Aérer la pièce auparavant pour bien pouvoir s'oxygéner lorsqu'on médite. Et une fois que donc j'ai un peu mon cadre qui s'est mis en place, je m'installe. On peut méditer sur chaise. Oui. C'est une très bonne position. Pas besoin de se mettre dans des positions trop compliquées En tailleur, pas besoin. en tailleur, tout ça. Non, parce que c'est vrai que la méditation, ça nous vient de l'Orient, de l'Asie, de l'Orient. Et là-bas, ils s'assoient à même le sol. Moi, j'ai eu l'occasion donc de voyager en Inde, de passer du temps dans des familles là-bas. Et ils vivent tous à même le sol. Donc, ils ont, dès le plus jeune âge, même à l'école, ils sont assis en tailleur sur le sol. Donc, ils ont une flexibilité au niveau des hanches, du bassin que nous, occidentaux, on n'a pas. Mm. Donc, on n'a pas eux, ils s'assoient au sol parce que c'est leur façon de s'asseoir, c'est naturel, ils sont à l'aise dans cette position. On peut parfaitement s'asseoir donc sur une chaise. On va juste avoir une posture droite mais relâchée. Donc, je force pas la posture. Ce qui va beaucoup aider, c'est de cambrer légèrement le bas du dos. Ça me permet de pivoter et de prendre appui sur les os sur lesquels je dois m'asseoir pour être dans l'axe de la gravité. Je relâche les épaules. Une fois que j'ai ma position où je suis bien, je peux poser les mains sur les cuisses à plat, ou bien en coupole l'une de l'autre avec les pouces qui viennent en contact. Dans cette position de relâchement, je vais observer. On peut faire ça les yeux fermés ou ouverts. J'observe ma respiration et à chaque fois qu'elle se perd, je la ramène. Après, il y a un tas de méthodes, un tas de techniques, un tas d'approches qui vont m'aider à moins me perdre dans les pensées, comme par exemple compter le flot des respirations. Donc, il y a différentes approches qu'on peut utiliser pour faciliter cela. Mais voilà, en essence, comment commencer à pratiquer la méditation de pleine conscience. Oui, donc pratiquez, pratiquez, pratiquez. Ça va vous faire du bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Évidemment, je vais mettre tous les liens sous la vidéo, hein. Vous aurez tous les liens sous cette vidéo. Vous pourrez accéder à tout le travail de Moutassem, bien sûr. Merci Emmanuel. Oui, alors effectivement, il y a le podcast qu'on peut écouter. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode. Il y a la chaîne YouTube. Et après, donc voilà, pratiquer la méditation. Si vous faites une recherche, vous devriez trouver le podcast, la chaîne YouTube, le blog aussi. Ensuite, le plus simple aussi, c'est le lien taméditation.com. Donc ça, c'est un lien que je partage, que c'est facile à retenir. C'est la tienne, taméditation tout attaché.com. Ça vous permettra d'avoir accès à un exercice guidé. Donc ça, c'est l'exercice que j'ai présenté juste à l'instant. Et c'est une méthode qui va justement permettre de canaliser l'attention et de maintenir l'attention sur la respiration. On a cette méthode qui s'appelle Expert 10, qui est très simple à utiliser, qui dure seulement 10 minutes. Donc ça, il y aura un explicatif, plus une séance guidée, et qui va vous permettre de vraiment ressentir ce que c'est que de maintenir notre attention dans le présent. Donc, taméditation.com. Puis il y a le livre aussi qu'on peut commander sur Amazon et d'autres endroits, non? Ou que sur Amazon? Alors, le livre, il est disponible en format numérique sur la Fnac aussi. D'accord. Uniquement en Et voilà, format numérique, hein, pas en version oui, papier à la Fnac. non, Non? uniquement en numérique, oui. Le papier, c'est sur Amazon, et le livre s'appelle Apaiser l'esprit, oui. Eh bien, écoute, je te remercie pour Avec grand cet plaisir. entretien vraiment très, Emmanuel. très riche. J'ai vraiment appris beaucoup de choses et j'espère aussi je pense aussi que les personnes ont appris énormément, hein, sur la méditation et puis comment calmer le stress, l'anxiété, la confiance en soi, les crises d'angoisse. Je te remercie et je te dis à bientôt. Merci à toi aussi, Emmanuel. À Au bientôt. revoir.